Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition dont voici les titres en images. Un journal en grande partie consacré à la modernisation de l'administration et plus particulièrement sur le thème de l'accueil. Le plan accueil est entré dans sa phase opérationnelle aussi bien dans l'administration que dans le privé. Une conférence de presse était organisée mardi matin au ministère d'État pour dresser un premier bilan d'étape de ce grand chantier. Puis nous parlerons culture avec l'exposition du lauréat de l'édition 2013 du Grand Prix du jury de l'Open des artistes. Gérald Panighi vous présentera son exposition Dessins à la Galerie L'Entrepôt. Et enfin la suite de la programmation du Printemps des Arts. Aujourd'hui, coup de projecteur sur la Hongrie, berceau musical de l'Europe centrale. Il contribue au renforcement de la politique d'attractivité mise en place par le gouvernement princier. Le plan accueil est entré dans sa phase opérationnelle aussi bien dans l'administration que dans le privé. Une conférence de presse était organisée mardi matin au ministère d'État pour dresser un premier bilan d'étape de ce grand chantier. Les explications de Patricia Navarro. L'affaire de tous, le rôle de chacun, c'est le leitmotiv qui a prévalu dans la mise en œuvre du plan accueil qui répond à l'esprit de la feuille de route fixée par le prince souverain en 2010 et s'inscrit dans le renforcement de la politique d'attractivité de la principauté. Très rapidement, le Monaco Welcome and Business Office a vu le jour. Des lieux d'accueil de plusieurs services de l'administration ont été rénovés, mais pas seulement. Alors, un certain nombre de premières mesures ont été mises en place, comme par exemple la communication, certaines actions de formation également qui ont été mises en œuvre, et puis progressivement un certain nombre de mesures à l'intérieur de l'administration, mais également une mesure importante, un groupe de travail mixte où privé et public ont travaillé ensemble, ont réfléchi ensemble aux différentes expériences et ont fait quelques propositions. Et parmi ces propositions est née l'idée de faire un site dédié exclusivement à l'accueil, de faire une brochure exclusivement dédiée à l'accueil. Et pour accompagner également la mise en place du plan accueil, un label va venir couronner les efforts des différentes entités qui s'impliqueront. Le label, effectivement, c'est un élément fédérateur. J'ai envie de dire aujourd'hui, il concerne toute entreprise, quel que soit son secteur d'activité. Donc qu'il soit commerce, musée, restaurant, hôtel, mais aussi les agences immobilières, les banques, les assurances, les prestataires de services qui sont en étage. Tout le monde est vraiment concerné et chacun a un rôle à jouer. Donc on considère le label comme un élément de reconnaissance qui vise à valoriser en fait les efforts de tous. Et l'idée aujourd'hui, c'est de mettre en place un dispositif très simple en ligne qui consiste en fait à s'auto-évaluer en ligne. Une vingtaine de questions sur 4-5 chapitres on va dire les standards de l'accueil. Et l'ensemble de ces questions, qui sont des questions objectives, avec des réponses vraies ou faux, permettent à l'internaute qui s'auto-évalue d'obtenir un résultat. Si celui-ci est supérieur ou égal à 90%, il est éligible. Et dans ces cas-là, en back-office, le MWBO reçoit le message et de là, on enclenche la visite du client mystère. Et c'est la visite de ce client mystère qui donnera toute sa légitimité au label. Le plan d'accueil ne se limite pas aux services gouvernementaux, un large consensus s'est dégagé et la mobilisation est aujourd'hui générale pour faire vivre ce plan accueil tant dans le public que dans le privé. On a été très heureux d'être associés à cette initiative. C'est vrai que l'Union des commerçants a fait une charte d'excellence il y a quelques années qui aujourd'hui a été reprise par le gouvernement. C'est un honneur. Mais de toute façon, il est évident qu'il est très important pour tous les commerçants de se remettre en cause parce que c'est notre avenir. Notre avenir, c'est de faire venir des gens à Monaco et que l'image de Monaco soit la plus professionnelle possible. L'administration continuera dans les mois qui viennent à jouer un rôle moteur pour montrer l'exemple dans le domaine de l'accueil, mais il appartient donc aujourd'hui à tous, des milieux associatifs, sportifs, culturels, aux entreprises de tout secteur, de s'approprier cette démarche pour contribuer à l'attractivité du pays. Et alors que cette grande rénovation vient d'être réalisée de la même manière que le gouvernement avait interrogé les usagers sur leurs attentes avant de mettre en place ce vaste chantier, un questionnaire vient d'être distribué dans différents services de l'administration afin de recueillir les impressions du grand public sur ces changements. Écoutez Stéphane Bruno, conseiller technique au ministère d'État.
On n'entre aucunement dans la prestation du service, puisque c'est un questionnaire qui porte sur la façon dont les gens perçoivent les halls d'accueil et la façon dont ils sont accueillis dans nos services. Donc nous avons mis en place ce questionnaire dans 9 services. On a choisi par rapport à la représentativité et au flux des usagers. Donc il y a par exemple le service des passeports où nous sommes aujourd'hui à l'occasion de ce reportage. Donc le questionnaire prend 3 formes. On a mis en place 3 méthodologies avec pour certains services où il y a beaucoup de flux de visiteurs, donc des enquêteurs professionnels qui sont sur site, qui ont été détachés par le prestataire. Dans 2 services, dont notamment la direction des services fiscaux et la direction du tourisme, ce sont des questionnaires papier qui sont recueillis dans des urnes. Et dans 3-4 services, dont le service des passeports, ce sont nos agents d'accueil qui ont une tablette tactile et qui font remplir le questionnaire aux usagers sur la tablette. La suite logique, ça sera tout d'abord 2 enquêtes au cours de l'année 2014. Donc la prochaine enquête va démarrer début avril et se terminer avant le Grand Prix. La 3e enquête sera sur septembre-octobre pour essayer de balayer les périodes les plus représentatives tout au long d'une année civile. Et à l'issue de ces 3 vagues d'enquête, il y aura des restitutions faites par le prestataire, des échanges avec les chefs de service et les directeurs concernés et une attribution du label accueil pour ces services. Parce que bien évidemment, en tant que pilote de la démarche, nous nous devons de nous appliquer à nous-mêmes cette méthode et de labelliser nos services. Et parmi les services qui ont bénéficié de ce chantier de rénovation de l'accueil dans l'administration, il y a le SPME, le service des prestations médicales de l'État. L'occasion pour son chef de service, Candice Fabre, de revenir sur les missions du SPME. C'est essentiellement le remboursement des feuilles de soins médicaux. Il y a aussi les allocations pour charges de famille versées par le SPME, essentiellement les allocations familiales, les allocations prénatales et diverses primes, comme la prime de soutien de famille ou la prime de salaire unique. Le SPME gère aussi le risque accident du travail et accident de droit commun. Enfin, on verse également des prestations maternité et on effectue un contrôle médical et dentaire de la justification des arrêts maladie et des actes médicaux. 50 personnes viennent au guichet du SPME chaque jour et nous avons à peu près 40 appels téléphoniques. Et puis dans le cadre de la modernisation de l'administration, vous avez donc bénéficié de locaux d'accueil entièrement rénovés. Oui, nous avons des locaux superbes qui permettent d'avoir un hall d'entrée et une salle d'attente digne d'une administration moderne. D'autant plus que nous gérons 10 100 assurés et ayants droit, essentiellement des fonctionnaires et agents de l'État et de la commune. Parlons économie à présent. L'INSEE a pour mission de favoriser la connaissance de l'environnement économique et social en principauté. Tous les 6 mois, le Conseil scientifique de la statistique et des études économiques de Monaco se réunit pour suivre les travaux réalisés par l'Institut. L'occasion de faire le bilan et surtout de parler des projets à venir avec le président de ce Conseil scientifique. Je trouve que le bilan est absolument remarquable en termes de production et surtout de centralisation des statistiques. D'abord, peu de statistiques étaient produites de façon systématique et puis les statistiques étaient collectées de façon indépendante dans des administrations sans avoir de facteurs communs. Et de plus en plus, on va vers un rôle central dévolu à l'INSEE de collection des statistiques, d'harmonisation des statistiques et de présentation générale. On nous a montré de nouvelles petites publications qui sont remarquables par leur brièveté, qui s'appellent Focus, une page. Celui-ci, ça parle de la gouvernance, il y en a sur la population, il y en a sur l'économie, etc. Et c'est des choses qui, sur un cadre très bref, vous donnent toute l'information nécessaire. Tout ça, ça fait partie de la vocation de l'INSEE qui est de permettre de fournir d'une part aux dirigeants monégasques l'information dont ils ont besoin pour mener une politique économique et puis d'autre part à l'ensemble de la population et à l'ensemble des décideurs, y compris à l'extérieur, une image réelle de ce qu'est Monaco. Et je pense que derrière tout ça, il y a une culture de transparence qui est en train de se développer et qui est, que je trouve personnellement extrêmement agréable. La principauté peut-elle devenir le centre mondial du business? La jeune chambre économique de Monaco a tenté de répondre à cette question vendredi lors d'une conférence. Elle a démontré en tout cas qu'elle avait de nombreux atouts pour. Je vous propose d'écouter Cédric Cavassino, le président de la JCE. Il est au micro de Cyrielle Daguenot. Alors comment faire? L'objectif de cette soirée, c'était vraiment de prouver
que l'e-business pouvait être quelque chose qu'on pouvait développer à Monaco avec le soutien de la première technopole européenne, Sophia Antipolis, qui est donc une commune limitrophe et qui nous permet d'offrir des opportunités de développement vraiment importantes pour la Principauté et tous ses acteurs économiques. L'e-business, on va le traiter sous 3 axes différents. On va avoir le côté connectivité et convergence. Donc ça concerne plus tout ce qui est hébergement de données, sécurisation de données. Donc on entend par là plus tout ce qui est data center. Nous aurons aussi plus la méga tendance brick and click. Brick and click, ça veut dire quoi? C'est plus l'e-commerce. Et ça s'entend dans le sens où nous souhaitons développer à Monaco, c'est-à-dire d'avoir une boutique physique présente en Principauté et l'e-commerce qui se fait à partir de cette boutique physique présente en Principauté. Ensuite, après, nous aurons aussi le pôle e-santé, plus dans la domotique et dans le machine-to-machine, c'est-à-dire dans tout ce qui est solutions d'avenir pour une maison intégrée, pour également au niveau des hôpitaux offrir des solutions aux patients pour avoir le meilleur suivi possible. Et Monaco a des solutions à travers ces entreprises fortement installées. Et donc vraiment, Monaco peut être un acteur majeur de ce domaine de l'e-business. Et pour clôturer ce chapitre économique, cette actualité en bref et en images. Michel Comboul a présenté lundi soir la revue économique annuelle The Best of Monaco 2014. Cette 23e édition a pour thème Monaco, au-delà du mythe. Depuis plus d'une vingtaine d'années, The Best of Monaco permet de s'informer et de s'imprégner du savoir-faire national. Il avait remporté le Grand Prix du jury de l'Open des artistes en 2013. Un an plus tard, Gérald Panighi est de retour en Principauté pour présenter son exposition personnelle intitulée Dessin. Elle est à découvrir à la galerie L'Entrepôt jusqu'au 5 avril. Plus de détails avec Cyrielle Daguenot. Du texte, des taches, des traces et des traits de crayon. Nous voilà dans l'univers de Gérald Panighi. Vainqueur de l'Open des artistes en 2013, il revient en Principauté, profitant de sa récompense, pour nous faire découvrir son exposition personnelle. Ça s'appelle Dessin, c'est toute une série donc, de dessins, comme son nom l'indique, mais je dirais ce sont des tranches de vie prises à l'instantané. C'est une photo, un dessin, une phrase qui vient expliquer ce moment passager, et en même temps une vie entre le dessin et la tâche qui est beaucoup plus loin dans le dessin, mais qui fait aussi partie totalement de l'œuvre. Lorsqu'il ne les invente pas, Gérald Panighi déniche ses formules à l'humour cinglant sur des forums internet. Il les détourne ensuite en travaillant son dessin, le tout sur des feuilles abîmées qu'il a longtemps récupérées lorsqu'il étudiait au pavillon Bozio. La peur de la page blanche, en fait, moi j'ai pas ce problème-là parce qu'en fait le papier à la base est déjà travaillé. Pour moi c'est pas des taches, on dit que c'est des taches et des salissures, c'est pas ça, pour moi c'est encore une fois de la peinture. Un trait qu'on n'a pas fait exprès, il est quand même là, il est quand même présent. Et surtout quand c'est sur quelque chose de blanc, quoi. Et donc du coup le travail est déjà fait. Le papier j'ai mis un pied à l'étrier sur le papier. Donc à partir de cette chose-là, je peux commencer à imposer mon dessin dessus, quoi. Pour cette exposition, Gérald Panighi a retravaillé sur certaines de ses œuvres. Il nous présente son parcours d'artiste accompli à travers des dessins datant d'une dizaine d'années. D'autres sont tout récents, comme ce mur de flammes. C'est impossible de figer une flamme. Une flamme, ça bouge en permanence. À moins que ce soit pris en photo ou dessiné, quoi. Et donc, en fait, un seul dessin ne marcherait pas d'une flamme. Donc, je vais dans la répétition. Et là, du coup, on est dans un univers où finalement il y a une sorte de machine à rouleau compresseur qui fait rentrer des phrases du quotidien dans la tête pour entrer dans un univers, dans mon univers en tout cas. Les œuvres de Gérald Panighi sont à découvrir à la galerie L'Entrepôt jusqu'au 5 avril. Nous restons dans le domaine de la culture avec la suite de notre série de reportages consacrés au Printemps des Arts. Après vous avoir présenté la soirée dédiée au compositeur Alexandre Scriabine, José Sacré revient sur la nuit hongroise qui a eu lieu samedi à l'Auditorium Régnier 3. Poème symphonique pour 100 métronomes.
une œuvre de Georgi Ligeti. Georgi Ligeti, avec Georgi Kurtak, Zoltán Kodály, Péter Eötvös, l'ensemble de musique traditionnelle Zengo, était au programme de la Nuit hongroise proposée par le Printemps des Arts de Monte-Carlo, samedi 15 mars à l'Auditorium Régnier 3. On peut vraiment parler d'une identité hongroise, ne serait-ce que par l'idiome sonore véhiculé par exemple par l'instrument qu'est le cymbalum. C'est vrai que le cymbalum est un instrument hongrois qu'ont utilisé les musiciens turcs, les musiciens tziganes, mais aussi les musiciens paysans de Hongrie, et qui est un instrument qui a été utilisé encore et toujours au XXe siècle, au XXIe siècle. Les musiciens contemporains dont les œuvres sont au programme ce soir, Kurtak, Kodály, Eötvös notamment, sont-ils les continuateurs de la musique traditionnelle hongroise? Je crois qu'on peut dire les continuateurs de l'esprit hongrois, tout à fait, ils le revendiquent eux-mêmes. Péter Eötvös, par exemple, dans son œuvre Atlantis, a utilisé un cymbalum avec l'électronique. Vous voyez, il lie vraiment toute sa créativité actuelle avec la technologie et la source même de la musique de son pays. Le grand compositeur Péter Eötvös, prix de composition musicale Prince-Pierre de Monaco en 2009, également chef d'orchestre, a dirigé l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dans des œuvres de Kodály, Kurtak, ainsi que 2 de ses propres compositions. Zero Point pour orchestre, dédié à Pierre Boulez pour son 75e anniversaire, et Cello Concerto pour violoncelle et orchestre, avec en soliste Éric Maria Couturier. C'est chaque fois un certain examen pour moi, parce que la musique, ce que j'ai pensé, j'écris sur papier, après ça va être joué, interprété, on dit, mais c'est chaque fois différent, vous savez, parce que chaque orchestre joue différemment, les solistes font différemment, et pour une œuvre, surtout dans une telle formation orchestrale, c'est très important pour voir si ça fonctionne. Alors si 2 fois j'ai aperçu le même problème, disons, en 2 concerts, l'un après l'autre, c'est ma faute. Alors dans ce terme, je vois toujours comme un examen. J'écoute ma musique, je dis, oh, oui, c'est à peu près ça ce que j'ai pensé, mais là, il faut encore un peu adapter, et je corrige toute ma vie. Interprète magnifique de la musique populaire, c'est l'ensemble Zengo qui a clôturé cette nuit hongroise à l'Auditorium Régnier 3. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent de découvrir les prévisions météo pour les prochains jours. Le temps sera agréable mercredi avec des éclaircies plus franches que les jours précédents. Il fera 13 degrés le matin et 18 l'après-midi. Le soleil sera au rendez-vous pour le premier jour du printemps. Jeudi, le thermomètre affichera un maximum de 17 degrés. Quelques nuages feront leur apparition vendredi. Les températures seront stationnaires. Le week-end s'annonce nuageux. Le ciel commencera à se charger samedi. Le mercure sera en légère baisse. Il fera 16 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec les sorties cinéma de la semaine sélectionnées par José Sacré. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Monaco Info.